dans ce qu'on discutait ce matin, on est dans la continuité de des soignants. Là, on sera peut-être un peu plus sur l'activité, on sera moins dans la formation. Et on sera peut-être un peu dans l'activité, dans l'intelligence empêchée, peut-être, on peut le dire mal. Donc, je voulais prendre en préambule, peut-être prendre la parole avec une certaine Simone Veil, qui n'est pas la Simone Veil de 74 qu'on connaît bien pour une raison spécifique avec l'avortement, mais là, une Simone Veil des années 30 qui s'intéressait à la condition ouvrière, en fait, et qui nous dit, donner au travail davantage de dignité en y insufflant de la pensée, et non pas de faire du travailleur une chose à compartiment qui tantôt travaille, tantôt pense. L'intelligence au travail, c'est pas ça. C'est pas un travailleur qui serait taylorisé, y compris dans sa pensée presque, pour le dire. Et effectivement, redonner de la dignité au travail suppose de reconnaître cette intelligence des situations, cette intelligence déployée dans le travail. Donc effectivement, avec Pierre Parra, on s'est intéressé plutôt, on fait partie d'une thématique qui nous tenait à cœur, qui était plutôt la pression au travail. Et justement, avec Simone Veil, on avait montré que ce n'était pas tant que les professionnels pouvaient supporter la pression au travail, mais si on rajoutait en plus de l'oppression, peut-être justement avec l'institution, avec des managers qui allaient jouer les petits chefs, etc. En plus, alors là, ça devenait insupportable, entre guillemets. Donc depuis quelques années, on s'intéresse à la pression au travail, et là où on est allé, là où je dirais il y a encore plus de pression, et alors qu'on s'y attend pas, c'est dans les métiers de la santé, et on pourrait dire dans le premier niveau, c'est celui d'être soignant. En fait. Donc c'est un peu eux qui vont concentrer cette pression au travail. Donc plus particulièrement, notre but c'était plutôt de comprendre les liens entre souffrance au travail et intelligence au travail. Alors, on a travaillé sur les aides-soignants dans des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je ne sais pas si on dit pareil au Québec. C'est HSLD. D'accord. Donc effectivement, il y a Pierre Pastré, excusez-moi. On reprend donc dans son introduction, dans son ouvrage sur la didactique professionnelle, il pose justement des questions qui vont au-delà des problèmes didactiques, et notamment il parle justement des fragilités, entre guillemets, dans un travail plus complexe. En fait, on va rendre peut-être plus fragiles les travailleurs qui peuvent être la proie de ceux qui vont les déstabiliser, les discréditer, voire les détruire. On parlait d'évolution ou au contraire, par rapport à certains métiers, on sait par contre que le métier d'aide-soignant a encore beaucoup d'horizons devant lui. On est loin de... nous, on s'était intéressé au point de vue de 2 jours sur la souffrance au travail, qui parle notamment d'activité clandestine. En gros, l'activité clandestine, c'est en gros le sens du travail, notamment quand on est soumis à une productivité exacerbée. En fait, on va le retrouver, mais dans des petits gestes qui vont être presque secrets, en fait, dans la discrétion du secret, et notamment les aides-soignants, je dirais, dans la relation intime avec les résidents, avec les patients. Donc, on avait aussi fait appel à d'autres auteurs, mais on ne va peut-être pas trop... Hermine Troza qui parle de l'accélération comme une forme d'aliénation, en fait, la fois il parle de l'accélération technique qui propose de l'accélération sociale et évidemment de l'accélération dans le travail qui est également touché, notamment peut-être à travers des organisations paradoxantes qui vont demander des injonctions peut-être justement paradoxantes avec des dilemmes auprès des professionnels. Donc nous, on pose la question dans les 2 sens, côté aide-soignant, c'est ce que je vais présenter là, les côtés formateurs d'aides-soignants, c'est ce que j'ai présenté par ailleurs tout à l'heure. Donc en fait, comment les aides-soignants font-ils ou font-elles face à un travail qui est soumis à un nouveau régime de productivité? Donc, ce qui nous amène à nous poser donc, la question de l'intelligence face à la souffrance. Et on pose la question en termes de conflit. Conflit éthique d'une part, plutôt sur les aspects conflit de valeur, et conflit de but, conflit cognitif, notamment, il y a différents conflits cognitifs, mais notamment sur les buts, définir déjà quels sont les buts de l'activité. Et on s'était posé des questions autour de dans quelle mesure les conflits de valeurs vont
influencer le conflit cognitif en fait. Dans quelle mesure la question des valeurs va s'inviter dans la question du choix dans le travail, et inversement. Mais au début, on était plutôt parti que dans un sens de l'hypothèse, alors que là, on commence à regarder dans les deux sens. Pour analyser la partie éthique, on pourrait dire, du travail, on s'est basé sur 3 types de responsabilités. La responsabilité institutionnelle, donc qui est plutôt la responsabilité basée sur les règles et les lois, on pourrait dire, la législation. La responsabilité professionnelle qui est aussi liée à la législation, mais par rapport à l'intervention, au périmètre, on pourrait dire, d'intervention du professionnel. Et enfin, la responsabilité personnelle qui touche le professionnel en tant que personne, si je puis dire. Et on avait commencé à voir dans nos premiers travaux qu'il y avait qu'on pouvait distinguer, entre guillemets, 2 types de souffrance éthique. Une qui allait plutôt vers le côté de la résignation. On peut, face à l'entropie, entre guillemets, au manque de moyens, par exemple, à l'augmentation de la productivité, on fait comme on peut, et puis du coup, on se résigne, en quelque sorte, y compris en se rattachant à la résiliation du collectif. Ou alors, justement, on essaye de son propre chef, si je puis dire, au niveau antipersonnel, de plutôt déployer une résistance éthique, mais dans des petits gestes clandestins, si je puis dire. Notre méthodologie a consisté à réaliser des entretiens au sosie. Je ne sais pas si vous connaissez la technique. Donc, donc le chercheur demande au professionnel, voilà, je suis ton sosie, demain je vais te remplacer. Tu vas devoir m'expliquer, m'instruire de ton travail dans le détail pour que je puisse te remplacer. Donc là, on a fait ça auprès de 3 travailleurs, 3 aides-soignants et un agent hospitalier, on va dire qui est plus sur l'aspect maintenance, entre guillemets, mais qui est amené à faire des activités d'aide-soignant, en fait, dans son travail. Et là, du coup, ils vont nous raconter dans leur journée comment se passe leur travail dans le détail. Donc, l'analyse le traitement, en fait, de ces entretiens, en fait, si on faisait en 3 temps, on pourrait dire, on repérait déjà les rapports au travail. Est-ce qu'ils parlent de la tâche, le rapport à la tâche, le rapport au tiers, que ce soit les pairs, le collectif de pairs ou la hiérarchie, et le rapport à soi-même, entre guillemets. Donc en reprenant les catégorisations de Claude, après on déterminait le niveau de responsabilisation en fonction de la tripartition de Gégler que je vous ai présenté, et enfin on allait voir s'il y avait des signes de l'intelligence à travers la recherche d'éléments de conceptualisation dans leurs propos, avec la fait d'analyse de la quantité directe. Et du coup, auprès de ces 4, alors on peut quand même présenter un petit peu les 4 très rapidement. Donc M, c'est quelqu'un qui au début était plutôt sur le travail, l'accompagnement de personnes âgées à domicile, qui se trouve maintenant en établissement. Donc alors lui, il est très très surpris du rythme régimenté, il nous dit du travail dans ces établissements, et il dit en fait, on est en opposition, le rythme de travail de l'aide-soignant est en totale opposition avec le rythme de vie du résident. Donc il y a quelque chose de voilà. Et puis pareil, lui va essayer donc de réaliser entre guillemets le sens de son travail à travers des petits gestes, par exemple massage de jambes, choix des vêtements des personnes qui vont recevoir de la visite, etc. Quand il peut, bien évidemment, et en choisissant certains résidents, il ne le fait pas pour tous, bien évidemment. S a une longue expérience d'aide-soignante en EHPAD et elle pense